Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. On est le samedi 12 octobre, 10h31. Je vous salue tous. Ça me fait excessivement plaisir d'être ici, présent comme tous les samedis. C'est vraiment notre bouffée de bonheur Radio Courtoisie. Et on y vient animé ici avec le sourire et le plaisir non dissimulé qui est le mien. Je salue bien entendu Virginie qui est à la réalisation, la sublime Virginie qui est revenue, mais je crois qu'elle était déjà là la semaine dernière, je ne sais plus. Je la salue, donc elle a évidemment réalisé l'émission avec la perfection qui est la sienne. Bien entendu, je salue mon prédécesseur, Nicolas Stocker est avec Christian Van Est, qui se fait si rare. On voudrait tellement voir notre ami Christian Van Est plus souvent. Et Oscar Fressinger, c'est la même chose, il se fait lui aussi rare et c'est important qu'il vienne sur Radio Courtoisie. Donc je salue Nicolas Stocker et son libre journal de géopolitique profonde. Évidemment, je fais le coucou à Patrice qui est au standard et qui va prendre vos questions, réponses. Je sais qu'il y en a plein qui vont arriver parce que le sujet, c'est un sujet dont on ne traite pas beaucoup, vous allez comprendre. Et je fais un petit salut parce que j'ai été ce matin avec un sympathique chauffeur Bolt, pas Uber. Hein, moi je prends Bolt, voilà, le chauffeur, la société je crois européenne ou française, je sais plus. D'Aurélie, il s'appelle D'Aurélie, je le salue. C'était très sympathique. Il découvre Radio Courtoisie. Ben, j'espère qu'il aimera Radio Courtoisie. Donc, je le salue aussi. Aujourd'hui, je reçois Maître Alexandra Dupuis. On va parler de plans sociaux qui se multiplient et surtout parce qu'elle est avocate, je crois, des salariés du groupe OBS qui gère aussi colis privé pour ceux qui connaissent. Ben, c'est drôle parce que, enfin non c'est pas drôle parce qu'il va y avoir un plan social de 10 000 personnes, mais ce qui est dramatique aussi en plus, c'est que tous ces plans sociaux se font dans l'anonymat complet. Vous savez, j'ai, pour travailler cette émission, cherché à regarder ce qui se dit dans les presses locales, sur Internet, concernant un plan social qui va faire licencier 10 000 personnes. Eh bien, je n'ai rien trouvé. Voilà, je n'ai rien trouvé, comme si ça n'existait pas. Voilà l'information aujourd'hui en France. Alors, je reçois Maître Alexandra Dupuis. Bonjour, cher maître, comment allez-vous ? Bonjour, bah écoutez, ça va? Ça va aussi bien que ça peut aller, vu la situation. Alors, vous êtes avocate des salariés Oui, du groupe OPS. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est ce groupe, parce que on connaît un peu colis privé, mais le groupe, tout ça, on connaît un peu moins. alors colis privé n'est plus justement... colis privé a été vendu. Ah, d'accord. Euh, Bah, donc là, expliquez-nous un peu, faites-nous un peu la genèse. oula, la genèse elle est complexe. Mais pour faire simple et pour ce qui intéresse ce plan social, enfin ce plan de sauvegarde de l'emploi, parce que j'aime bien que les mots soient utilisés pour montrer toute l'hypocrisie de ce système. Donc ce plan de sauvegarde de l'emploi qui donc a licencié 10 000 personnes en 3 mois est le fruit donc d'une société qui s'appelle la société Mili. La société Mili qui avait racheté la société Adrexo. D'accord? D'accord, très La bien. société Adrexo, ce sont les personnes qui distribuent les prospectus dans vos boîtes aux lettres, pour faire simple. Donc, Mili appartient à un groupe qui s'appelle OPS. Et donc, ce groupe, effectivement, était propriétaire, la société Mili d'ailleurs, je crois, hein, était propriétaire de colis privés et l'a revendu. Et il y a un an, il me semble, sur 2023, je l'ai vérifié, mais je crois que c'est à peu près ça, pas très récemment en tout cas, pour une somme d'argent très très importante, qui d'ailleurs fait partie des questionnements qui m'interrogent moi en tant qu'avocat, et je pense que je suis pas la seule, sur où est passé cet argent, qui normalement aurait dû permettre de redresser la situation et Alors, pour combien a été d'éviter vendu? 600 millions d'euros. Et pourquoi vous posez cette question?
Parce que un an avant que la société ne soit liquidée, on a 600 millions d'euros qui rentrent manifestement dans les caisses et dont on a du mal à comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'ils ont pu disparaître aussi rapidement. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des enquêtes qui vont, au regard, si vous voulez, du drame social et au regard des enjeux financiers pour tout le monde, il va forcément y avoir une enquête pour déterminer ce qui s'est passé et comment est-ce que notamment ces 600 millions d'euros ont pu disparaître aussi rapidement. Voilà. Quand vous dites disparaître, c'est-à-dire... Alors, moi, je ne peux pas m'avancer parce que très honnêtement, je ne suis pas enquêteur ni policier, donc je ne me risquerai pas à ça. Ce que je sais, c'est qu'il est curieux, à tout le moins, une société qui a encaissé 600 millions d'euros un an avant se retrouve en liquidation judiciaire avec une cessation des paiements. Vous voyez, c'est quand même 600 millions d'euros, même pour une société comme celle-là, c'est beaucoup d'argent. Et on ne comprend pas comment est-ce que cet argent a pu, en tout cas, ne pas servir à redresser la situation. Parce que si c'était le cas, vous ne retrouveriez pas en liquidation judiciaire au bout d'une année, c'est pas possible. Voilà, même si, parce que Mélie nous dit que, si vous voulez, la problématique dont elle se défend, c'est que comment dire, la distribution des publicités a été rachetée, reprise, notamment par les services de la Poste, et que c'est la raison pour laquelle elle a perdu son activité. Bon, sauf que, si vous voulez, c'est pas si simple que ça. Il y avait d'autres activités, et ça ne s'est pas. La cessation en question aurait pu être communée ou reclassée sur d'autres activités permettant de sauver au moins une partie Alors des salariés. parlons de Milly, parce que vous connaissez le dossier par cœur, mais les auditeurs, eux, ne le connaissent pas. Milly, Ouais. voilà, quel est à peu près son chiffre d'affaires, enfin, où il y a un an, voilà, combien de salariés et quelle était son activité, voilà, principale, voilà, parlez-nous un peu de ce groupe, enfin, de la Alors, société Milly, pardon. honnêtement, le chiffre, je ne l'ai pas. Plusieurs centaines de millions, ça c'est sûr. D'accord. Parce que oui, rien que colis privé, ça représentait déjà un chiffre d'affaires de 700 millions par an. Donc ça leur appartenait jusqu'à il y a un an, donc ça vous donne une idée. Bon, je pourrais regarder, vous le passez en off. Donc, ouais, Et en ce tout sont cas, des c'est très une gros chiffres. société qui représente au moins s'ils avaient colis privé qui faisait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'imagine cette société, et que c'était la maison mère, j'imagine que la société faisait au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas n'importe quelle société. On devait approcher, oui, on devait approcher. Bon. Donc effectivement, c'était énorme. Donc 10 000 salariés sur la branche donc ex-Agrexo, parce que c'est de celle-là dont on parle, et les 10 000 donc ont été supprimés. Voilà, donc en 2 fois, il y a eu un premier plan social qui a été fait, enfin plan social, plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, Alors, tiens, qui a été justement, fait. qu'est-ce que Ouais. c'est ce plan de sauvegarde? Alors, parce que voilà, je veux vraiment qu'on soit précis auprès des gens. Qu'est-ce que signifie un plan de sauvegarde? Parce que ce sont des termes administratifs qui veulent dire des choses très très belles, mais en réalité, juridiquement, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est pour ça que je me reprends toujours, parce qu'on dit plan social, parce que c'était l'ancien nom. Voilà, c'est Et puis ça. maintenant, voilà, Voilà, maintenant, il y a le plan nom social, politiquement correct. voilà, de toute façon, vous savez, c'est comme tout ça. Hein. Donc le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est lorsque vous avez la suppression de plus de 10 postes en 30 jours. Vous avez l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire que vous devez mettre en œuvre les moyens, alors expliquer comment est-ce que vous allez supprimer cet emploi, comment est-ce que vous allez réorganiser, pourquoi, expliquer également comment vous allez reclasser ces gens, et troisièmement, expliquer comment éventuellement vous allez ouvrir des formations, des réinsertions, etc., en fonction de l'argent qui est abondé dans ce plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire que plus il y a d'argent dans le plan de sauvegarde de l'emploi, plus on est en mesure d'aider les gens pour qu'ils retrouvent un emploi après, voire leur donner des primes supralégales, etc., pour les aider à rebondir, si je peux dire les choses comme ça. Donc, dans l'esprit, c'est ça le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez supprimer beaucoup d'emplois d'un coup, on vous demande de donner de l'argent et de donner les moyens pour que ces gens puissent retrouver une place dans la société. Je résume. C'est pour ça qu'on appelle ça joliment le plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, Sauf c'est-à-dire que que quand on licencie des gens, ça s'appelle une sauvegarde de l'emploi, c'est bien. Mais j'imagine que c'est quand on ça. licencie des gens, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et j'imagine qu'on n'y met pas beaucoup d'argent pour sauvegarder cet emploi. Mais c'est toujours pareil, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand ça a été juridiquement, quand il y a un législateur qui s'est dit bon, je vais inventer un truc super pour aider les gens qui vont se retrouver collectivement licenciés. Alors, au départ, c'est ça l'idée.
Sauf que c'est toujours pareil, il y a des gens là, il y a des gens qui corrompent tout, y compris les belles idées. Donc le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quoi? C'est évidemment pas de sauvegarder les emplois que vous êtes en train de liquider. C'est de dire que les gens qui se retrouvent sur le carreau là maintenant, on va pouvoir les aider à trouver un nouvel emploi. Et donc sauvegarder non pas l'emploi qui vient d'être sacrifié, mais sauvegarder l'emploi des gens. En tout cas, dans l'esprit, c'était ça. Vous voyez? Sauf qu'en réalité, comme vous le dites très bien, il faut de l'argent pour ça. Or, quand on a des grosses. Si vous supprimez 20 postes sur une société qui a 10 000 salariés, ça veut dire que la société a encore de l'argent et qu'elle peut faire un effort financier pour aider ces 20 personnes-là à se réinsérer. Mais si, comme dans notre cas, en réalité, c'est un coup près sur la totalité des effectifs, la sauvegarde de l'emploi n'a plus aucun sens. Donc ça devient une sombre hypocrisie. Évidemment qu'il n'y a pas d'argent, enfin il pourrait y en avoir. Hein, il pourrait y en avoir. Le groupe Ops pourrait effectivement, par exemple, hein, financer un plan de sauvegarde de l'emploi qui soit correct pour aider les gens. Il y avait des solutions, sauf que ces solutions-là, c'était évidemment pas ce qui arrangeait tout le monde. Ce qui arrangeait tout le monde, c'était que Mili soit liquidé, qu'on puisse éventuellement faire fructifier les autres sociétés du groupe en les atteignant le moins possible financièrement. Donc tout ça, évidemment, n'était pas pour aider les salariés. Vous savez, les salariés, on n'avait rien à fiche. Là, on commence à en parler. Pourquoi? Parce qu'on s'est réunis il y a quelques jours devant le ministère de l'économie pour que les syndicalistes qui étaient là pour représenter les intérêts des salariés et les défendre soient reçus par le ministère de l'économie. Et c'est pour ça qu'on commence un petit peu à en entendre parler. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un silence assourdissant. Moi, je vais vous dire, quand vous dites commencer, vous êtes quand même optimiste, hein, parce que moi, j'ai cherché, j'ai regardé, je sais pas moi, le Figaro, le Monde, le Point, Libé et compagnie. J'ai pas trouvé une ligne, hein, je vous le dis. Hein. Alors, pour être transparente, il y a eu un article dans Le Monde il y a 2 jours. Il y a eu un article, mais oui, c'est très très récent. Hein. Il y a eu un article dans Les Échos. Il y a eu un article dans l'UMA, parce que l'UMA était présent qui a fait un reportage aussi vidéo, mais tout ça à 3-4 jours. Hein. On parle de choses qui sont très très récentes, c'est sur la semaine. Effectivement, et il a fallu lutter. Et alors, pour être très transparente, ce qui a fait que, à mon avis, que ça a bougé, c'est non pas forcément la manifestation elle-même, mais le fait, alors la manifestation forcément, parce que ça a fait venir quand même un ou deux médias qui ont relayé l'information, mais enfin vous savez, il y avait déjà cette information, ils avaient fait des conférences de presse, la FIDPAT, donc qui est la fédération CGT du papier dont dépend Mili, a fait des conférences de presse, etc. Ça ne relayait rien du tout. Donc moi je pense, mais c'est mon avis, qu'il y a eu une question au gouvernement qui a été posée l'après-midi même, donc qui a été filmée, et devant laquelle, évidemment, tout le monde s'est retrouvé un peu panti-panto, c'est-à-dire on a un peu l'air de rien faire et pour cause on fait rien. Et comme ça, et cette question a été, je pense, relayée aussi. Et c'est ça qui a amené un petit peu de visibilité, mais un tout petit peu. Là, de ce que j'en sais, le délégué syndical CGT Central a été entendu via M6. Donc, il y a eu un petit reportage qui a été fait, etc., avec les salariés. Donc, est-ce que ça va être diffusé quand? Je ne sais pas. Mais effectivement, je veux dire, on devrait allumer tous nos grands pontes BFM, CNews et compagnie, et on devrait avoir des plateaux qui s'écharpent pour savoir est-ce que c'est normal de licencier 10 000 personnes. Et tout ça, évidemment, ça n'arrive pas. Malheureusement, donc, ça pose question. Ça c'est sûr, vous avez totalement raison, mais malheureusement, je pense que des Mili, il y en a, je sais pas moi, 150 par jour en France. Alors non, il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, oui, beaucoup, mais qui concernent, c'est trop, hein, mais qui concernent 100, 200 personnes, 300 personnes, peut-être 2 ou 3 000. 10 000 personnes, il faut remonter aux mineurs pour avoir autant de licenciements. C'est vrai. Il faut remonter Mais après, je vais vous dire, après, c'est vrai que Mili a fait un plan social, comment dire, très vite, beaucoup de monde. Mais faut dire aussi une chose, on n'a plus beaucoup d'industries ou de grandes boîtes qui peuvent, qui emploient autant de gens. Hein. Donc du coup, oh, il y en a quand même. il y en a. Mais moi, par exemple, j'ai vu hier Sanofi. Sanofi, parce que j'ai compris, ils ont passé de 30 000 à 18 000 en l'espace de. Oui, mais d'habitude, ça se déconstruit, mais de manière plus lente. D'accord. Donc, ça permet. Alors, attention, c'est pas satisfaisant du tout. Oui, il y a un sacrifice social dans ce pays qui se fait dans le silence absolu. Je vous rejoins totalement. Moi, je le vois parce que je fais que du droit de travail salarié. Donc, je les vois, les plans sociaux, les PSE. Je les vois arriver. Je vois les gens effectivement sur le carreau. Je vois que c'est très compliqué pour les gens de retrouver un emploi. Et tout ça se fait à bas bruit et dans le temps.
Là, ce qui a fait que ça a ému tout le monde, c'est plusieurs choses. C'est d'une part la rapidité avec laquelle le drame social s'est fait, c'est-à-dire que ça s'est fait en 3 mois. Et ce qui a fait aussi l'émotion autour de cette affaire et des salariés de Mili, c'est que ce sont des gens qui sont déjà les invisibles de notre pays, si vous voulez. Ce sont de toute façon les grands précaires. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à distribuer des prospectus dans vos boîtes aux lettres, ce sont des gens qui soit sont très jeunes et n'arrivent pas à survivre, n'ont pas d'emploi, n'arrivent pas à survivre avec un RSA, etc. Donc, ils vont aller chercher un complément de salaire en distribuant des prospectus pour 500, 600 balles par mois. Ce sont nos vieux, nos personnes âgées qui ont entre 70 et 80 ans et qui n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils touchent dans le cadre du minimum vieillesse ou avec des retraites qui sont ridicules et qui donc n'arrivent pas à suffire pour qu'ils mangent et qu'ils se logent correctement. Et après, au milieu, il y a des gens qui sont donc en CDD à temps partiel ou en CDI temps plein, mais qui sont résiduels. Les CDI temps plein, c'est résiduel. Les emplois chez Midi, c'était surtout des emplois déjà de précaires. Donc, c'est des gens qui avaient déjà du mal à vivre avec le salaire Midi, donc qui, sans le salaire Midi, se retrouvent dans une situation dramatique. Nous, on a des gens qui, effectivement, étaient les papas, les mamans, ou les mamans-mamans, ou les papas-papas, peu importe, les cellules familiales, en tout cas, entières, qui dépendaient de ce qu'ils percevaient chez Midi, qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à manger. Et ça a été ça, le drame. Et le drame aussi, c'est que dans la mesure où on a eu 10 000 personnes de licenciées en l'espace de, je vous dis, 3 mois, les mandataires, il y a eu 2 cabinets de mandataires qui ont été nommés. Et bon, les AGS, ils font pas pousser les bras parce qu'il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, hein. Donc, ni parce qu'il y a des licenciements massifs. Donc, ils ont peu de moyens pour faire face à ce genre de situation. Et les mandataires, ils ont pataugé dans la semoule, pour être clair. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés, pour certains, sans salaire depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, alors qu'ils travaillaient. Alors qu'ils travaillaient. Et on leur a dit en plus, alors vos préavis, vous allez les toucher, mais à la fin du préavis. Donc ça veut dire concrètement qu'on leur a annoncé qu'ils allaient commencer à toucher de l'argent au mois de fin novembre, début décembre, alors que pour certains, ils n'étaient pas payés depuis août. Donc je ne sais pas si vous imaginez le drame. Donc on avait des gens qui n'arrivaient pas à faire. On avait des gens qui n'arrivaient plus à manger, qui allaient au resto du cœur pour essayer de manger, pour nourrir leurs gosses. On avait des familles, alors Sébastien Bernard en parlait l'autre fois, on a une famille notamment qui a un peu cristallisé l'émotion, mais il y en a plein, avec 8 enfants, et plus de logement, et plus de quoi les nourrir. Voilà, en plein mois d'octobre. Donc on fait quoi? Et en fait, c'est ça qui a, si vous voulez, qui a donné vraiment cette impulsion d'émotion autour de ce dossier Mili, parce que vous avez raison, malheureusement, des licenciements collectifs de masse dans ce pays, on en a beaucoup, on en a trop, et dont on ne parle pas, avec 100, 200, 300, 1000 personnes, 2000 personnes. Moi, je le vois parce qu'en plus, j'habite à La Rochelle et qu'à La Rochelle, on fait partie de ces endroits où il y avait beaucoup, beaucoup de tissus économiques et industriels et où je les ai vus disparaître en masse autour de moi ces 10 dernières années. Donc, vous avez absolument raison. Mais ce qui a différencié Mili des autres et ce qui aurait dû générer une médiatisation extraordinaire, c'est cette situation-là que je vous décris qui n'est pas une situation habituelle, même dans le drame. Voilà. Je vous dis quelque chose, cher maître, c'est que ce pays vit un drame incommensurable dont peut-être beaucoup ne se rendent pas compte. Un déclassement comme jamais, moi je le vois en 20 ans, que je raconte, en 10 ans, on voit en 10 ans un déclassement qui est faramineux. Et même à Paris, et on viendra, moi j'ai peur, moi je vous le dis, que la France dans 20 ans sera l'équivalent de, je sais pas moi, la Moldavie, et je dis ça vraiment sans exagération, hein, mais vraiment sans exagération. C'est-à-dire que les gens, par exemple, quittent la capitale, ils ne peuvent plus y habiter. Avant, avec 10 000 francs par mois, vous habitiez dans le centre de Paris. Aujourd'hui, si vous habitez dans le Val d'Oise, avec 1 500 euros, c'est le grand maximum. En province, c'est pareil. Les centres-villes, je vais en province souvent, les centres-villes sont des villes fantômes. Des villes fantômes. Et là, on voit qu'il y a un législateur qui s'en fout, en fait. Il met des beaux mots sur des lois, mais en fait, et même nos médias s'en foutent aussi. Ça, pour moi, c'est dramatique. C'est pour ça que je voulais avoir aussi votre parole, parce que vous avez du coup
Vous êtes avocate de tous ces gens. Et si vous me dites en plus qu'à La Rochelle, qui est quand même un coin sympathique, de bord de mer, et que le tissu social n'est plus, alors là, vraiment, les bras m'en tombent, quoi. Alors, c'est pas qu'il est plus, c'est qu'il est moins. Bah, C'est pas qu'il est... il y a encore effectivement de belles industries dans le coin. Il y a Solvay, il y a Alstom, voilà, il y a encore de jolies industries qui fonctionnent. Mais j'en ai vu quelques-unes tomber. Bah, vous savez, à l'époque déjà, le chantier naval, ça a fait beaucoup de mal, hein, à La Rochelle, hein. Il y a eu un chantier naval qui employait énormément de monde. Quand tout a été liquidé, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, ben oui, il y a d'autres sociétés dont moi j'ai vu disparaître des dizaines de personnes, voire des centaines parfois. Il y en a un de mémoire qui en avait licencié 2000 hein, ici, hein, pareil, qui avait fermé l'établissement. Donc, oui, il y a une descente qui se fait inexorablement. Alors, les optimistes vous diront que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Moi, pour l'instant, je vois pas ce qu'on gagne, je vois juste ce qu'on perd. Et oui, il faut qu'il y ait une réaction. Et la réaction, elle se fait par l'économie, la réaction. Elle se fait par l'économie, parce que pourquoi les gens sont bons, pourquoi les industries ferment? Principalement à cause des charges qui étouffent les entreprises, quand même, on va être clair. Alors, il y a les entreprises qui vivent du toujours plus, donc qui voient effectivement stratégiquement leur intérêt à délocaliser, mais ça, c'est pas nouveau, leurs industries pour pouvoir rentabiliser davantage leur, leurs chiffres. Mais si vous voulez, au-delà de ça, il y a quand même une réalité en parallèle, c'est qu'on étouffe les entreprises. Voilà. Mais je vais vous dire, cher maître, lorsqu'on choisit la mondialisation et que l'on va dans cette mondialisation avec les règles du socialisme, enfin des charges et de la protection sociale à la française, etc., on ne peut pas réussir, hein. Ça c'est évident, parce que les autres pays n'ont pas tout ça, hein. Donc il aurait fallu, quand on a ça, on ne va pas à la mondialisation, hein. C'est comme si, je suis très fouteux, hein. C'est comme si on va jouer le Real Madrid avec, je sais pas moi, le Red Star en Ligue des Champions. C'est pas possible, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Mais bon, pour en revenir à Milly, pourquoi est-ce que Milly, plutôt que en gros, d'aller de fermer sa boîte, pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas à le vendre? Parce que vous ne vendez pas un truc qui vaut rien. Mais ça ne vaut vraiment rien. Ça vaut rien. En tout cas, ça sent le roussi. Aujourd'hui, la façon, si vous voulez, dont on fait disparaître de l'argent et de l'activité. Alors moi, encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je suis avocat et que à la différence des politiciens, quand je parle, je veux m'assurer que tout ce que je dis pourra être prouvé. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que justement, il a été question qu'une entreprise reprenne Milly, mais alors la seule qui a maintenu son offre jusqu'à la fin n'était pas sérieuse et c'était pas dans l'intérêt de personne qui ait une reprise. En tout cas, c'est ce qu'a conclu le tribunal de commerce. Mais on n'a pas eu beaucoup de monde au portail parce qu'effectivement, une fois qu'on avait vidé tout ce qui faisait la richesse de Milly, plus personne n'avait envie de reprendre ce truc. Ce qui est normal. Vous n'allez pas reprendre une société alors que vous arrivez et qu'elle a été complètement dessapée et qu'il n'y a plus rien à en faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vendant les colis privés, c'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés des actifs. C'est la richesse principale de Milly au moment où, oui, bien sûr, parce que colis privé, ça fonctionnait très bien. Donc, est-ce qu'effectivement, on n'avait pas intérêt à ce que colis privé reste là? Ou à vendre colis privé, s'il fallait vendre un truc qui était énorme et qui faisait la richesse à ce moment-là de la société. Enfin, encore une fois, moi, je ne suis pas conseiller en gestion patrimoniale des entreprises, mais il me semble que si vous vendez une société pour pouvoir récupérer beaucoup d'argent, il faut derrière être en mesure de réinsérer cet argent pour que ça fasse mieux vivre et mieux prospérer la société. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si vous enlevez une chemise et que vous ne remettez pas un pantalon, au final, vous avez juste perdu une chemise. Vous voyez. Donc, mais quelles étaient les activités qui sont restées? Parce qu'il y a 10 000 salariés. Donc, dans quelle activité sont-ils restés, ces 10 000 salariés, après la vente? Mais c'est-à-dire... Non, mais il n'y a pas eu de vente. Il n'y a pas eu de vente. Simplement, en fait, la société... Non, attendez, je comprends pas, parce que oui. moi, je suis en train de me perdre. C'est-à-dire que, voilà, ils ont vendu colis privés. Ok? Oui. Voilà. Et là... Et colis privés,
Oui, pardon. Donc, j'ai compris votre question. Colis privé. Donc, quand ils ont vendu colis privé, ils ont vendu les salariés qui allaient avec colis privé. Oui, c'est Ils n'ont ça? pas gardé les salariés de colis privé. Oui, D'accord? Donc, colis privé, c'est de la distribution de colis, comme son nom l'indique. oui. Et ceux qui sont restés, donc les 10 000, c'est ceux qui faisaient la distribution de prospectus. Ah, oui. Et donc, aujourd'hui, distribuer Ok. de prospectus, ça ne vaut plus rien? C'est pas ça, c'est que c'est plus eux qui le font. Mili a perdu le marché. D'accord. Voilà. Enfin, le marché, c'est pas. Mais enfin, ils ont perdu cette activité-là qui a été donc reprise par d'autres services, et notamment les services postaux, par d'autres façons, notamment par le portage. Bon, ça, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, ils se sont retrouvés à avoir vendu ce qui restait de richesse dans la société Mili et à avoir perdu ce qui faisait l'activité d'Adrexo. Mais Adrexo, au départ, c'est pas Mili. Adrexo, c'est Adrexo. Et ils ont racheté Adrexo il y a, je crois que c'est 2017. Ils ont racheté Adrexo et donc ils ont racheté avec Adrexo les salariés qui faisaient la distribution de prospectus. Mais ce n'était pas initialement, ce n'était pas D'accord. pas la. Et le marché qu'a repris la Poste, il n'y en avait qu'un, c'est-à-dire que quand vous perdez un marché, vous ne pouvez pas en retrouver d'autres, c'est fini? Bah oui, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus cette activité-là, elle est reprise par d'autres. Elle est pas. Vous pouvez pas. Comment dire? Vous pouvez créer une autre activité. Voilà, c'était ça l'idée d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est ça. C'était de dire, on vend. C'est ça que je vous dis. Moi, alors encore une fois, je suis pas conseiller. Les conseillers font pas les payeurs. Mais la logique voulait qu'à partir du moment où vous avez choisi de vendre colis privé pour 600 millions d'euros, vous puissiez réinjecter ces 600 millions d'euros dans la création d'une activité qui vient remplacer celle que vous avez perdue. Bah, c'est ça, c'est ce que je comprenais pas en fait. Voilà, donc d'accord. Et qui vous permettent effectivement de faire revivre cette société, parce que pour être transparente, parce que la liquidation n'a pas été sèche, il y a eu un redressement qui a été mis en place, et en fait, personne ne s'attendait à ce que la liquidation intervienne de manière aussi brutale. Jamais le tribunal de commerce de Marseille qui suivait ça n'a pas imaginé au moment où il a ouvert le redressement qu'en l'espace de 3 mois, on allait se retrouver en liquidation. Donc, il y a eu un souci quelque part, c'est ce que je vous dis. Et c'est ce qui amène le questionnement de beaucoup de gens, et c'est ce qui va amener une enquête sur la gestion de cette société et la gestion des économies au sens large, qui aurait pu permettre normalement de sauver, peut-être pas tous les emplois, moi je sais pas, mais en tout cas d'en sauver un certain nombre, voire même d'organiser une reprise, parce que s'il y avait encore une activité résiduelle et donc des salariés à faire vivre et à faire travailler, il y aurait eu des repreneurs. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.